Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter mon horloge à base d'Arduino. Donc en fait ce projet, je pensais pas en faire une vidéo au début et puis finalement je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée pour guider des gens qui se lanceraient un petit peu dans des horloges un petit peu similaires à celle-là. Alors tout d'abord, pour commencer, comment m'est venue cette idée? C'est tout simplement que j'avais commandé une horloge un petit peu similaire à celle-ci, mais en plexiglas, c'est-à-dire que c'était un kit chinois vendu sur Banggood. Et en fait, on avait pareil, une trotteuse ici à LED avec un afficheur 7 segments au centre qui indique l'heure. Alors les défauts du kit chinois m'ont en fait poussé à construire cette horloge. Alors le premier de tout, c'est la mise à l'heure. C'est un véritable casse-tête sur l'horloge chinoise. Il y a beaucoup trop de fonctions un peu inutiles, des alarmes, etc. De toute façon, vous passez beaucoup plus de temps en fait à programmer, mettons une alarme, que vous ne mettez de temps par exemple pour programmer ça sur un smartphone. Il y en a pour 2 minutes, ça marche très bien. Alors que sur l'horloge, vous avez 3 boutons, mais ces 3 boutons vous donnent accès à des menus. Si vous ne savez pas quel libellé à chaque menu, vous vous perdez. Enfin, c'est infernal. Alors c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire une horloge simple, c'est-à-dire avec 2 boutons, 3 boutons même pour la mise à l'heure. Par exemple, ici, j'ai mes 3 boutons pour mettre à l'heure, ils sont au dos, vous ne les voyez pas. Et en fait, je peux incrémenter les heures comme je souhaite ou les minutes. Donc peu importe. Voilà. Et ensuite, quand je relâche le bouton de mise à l'heure, en fait, les secondes ici reviennent à zéro. Alors ça permet de se synchroniser par exemple sur France Inter, pile poil à la minute. Vous savez, vous avez les 4 bips. C'est-à-dire ça doit faire 56, 57, 58, 59 et la minute passe. Donc la mise à l'heure est assez simple. Alors il y a autre chose que je voulais éviter justement avec cette horloge, c'est que ce soit en fait que la base de temps de l'oscillateur soit en fait le secteur. Parce qu'il y a de ça pas très longtemps, il y a peut-être de ça un an, je sais plus. Il y avait les pays de l'Est qui ne fournissaient pas assez d'électricité. Enfin, il y avait une histoire comme ça, je vais pas rentrer dans le détail. Et en fait, le problème, c'est que la fréquence, au lieu d'être de 50 Hz, pile poil, etc., elle était de 49, je sais pas, 90, je dis peut-être une bêtise, ou 49,8, quelque chose comme ça. Ce qui faisait qu'en fait, les minutes étaient plus. Les horloges soit prenaient du retard, soit prenaient de l'avance. Donc c'était pas l'idéal et je voulais pas une telle dérive. Alors avec les chipsets qu'on utilise là, c'est un DS3231, il n'y a pas de problème de dérive parce qu'en fait c'est un oscillateur qui est intégré. Enfin, il y a toujours un peu de dérive, hein, on ne peut pas être aussi précis qu'une horloge atomique, mais voilà, ça marche plutôt pas mal. Enfin, concernant l'esthétique générale de l'horloge, je voulais qu'elle soit quand même assez jolie et grande surtout pour être visible, mettons, de l'autre côté d'une pièce, quelque chose comme ça. Je voulais pas d'un tout petit truc où on force sur ses yeux pour aller dire ah tiens il est telle heure. Je voulais d'un truc à la fois un peu esthétique avec une trotteuse à LED, si possible multicolore, et aussi d'un afficheur assez grand. Concernant l'afficheur, justement, j'avais déjà commandé en fait des petits afficheurs comme ça, à base de TM 1637. Alors c'est en fait un petit driver, c'est un petit driver qui permet à partir d'un bus I2C d'aller en fait piloter les LED d'un 7 segments. Alors il existe des librairies toutes faites, etc. Donc bon voilà, mais je me suis rendu compte qu'en fait la taille elle était bien trop petite. Vous voyez par rapport à la taille de l'afficheur ici. Alors cet afficheur, en fait, j'ai récupéré dans un ancien décodeur satellite. Donc c'est un décodeur satellite qui n'était plus compatible avec rien, avec aucun format actuel ou peut-être de très rares satellites. Et du coup, en fait, il avait déjà il avait déjà en fait le même principe que le TM1637, sauf que c'est un autre composant de chez Philips. C'est un SA 1064. Donc il est assez pratique parce qu'en fait, il prend directement l'I2C. Et en fait, tout était déjà câblé, c'est-à-dire que j'ai pris la platine, je me suis débarrassé de ce que je ne voulais pas, il y avait un PCF 8574, etc. Je les ai récupérés, mis dans une boîte de côté. Et en fait, j'ai juste gardé la partie affichage de telle sorte à ce que ça marche. Alors vous pouvez faire ça également, si vous pouvez.
Il y a des afficheurs en revanche où c'est directement, vous n'avez pas justement cette interface avec le petit TM1637 ou le SA1064. Alors il faudra vous procurer, euh, après c'est une histoire de rentabilité parce que si vous achetez des composants externes qui reviennent en fait plus cher que quelque chose de déjà tout fait, ça sert à rien. Donc autant prendre quelque chose, je sais pas, en Chine, on peut faire encore plus grand. J'ai vu certains afficheurs de 3 pouces environ, voilà. Dans tous les cas, je voulais garder une trotteuse à LED. Alors pour la trotteuse à LED, j'ai réfléchi à plusieurs solutions, mais il y en a qui m'auraient demandé un peu plus de travail que d'autres, voire un peu plus de monnaie tout simplement. Parce que là, par exemple, on a classiquement la sortie d'un Arduino pour pouvoir piloter en fait des LED, parce qu'en fait un Arduino ne peut pas piloter non plus, ne peut pas un courant maximum, je crois, qui est de 200 milliampères. Le CPU, il n'est pas fait pour alimenter des LED. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que d'avoir cette solution, donc avec un petit NPN du type de N2222 ou de N3906, peu importe, une résistance plus la dite LED plus une résistance de limitation pour la sortie, ce qui m'aurait demandé beaucoup de quincaillerie, ben en fait j'ai privilégié une autre solution. Quand j'ai tapé RGB LED sur Banggood, je me suis rendu compte qu'il existait des WS 2812B. En fait, ce sont des diodes RGB, donc rouge, vert, bleu en français. Donc en fait, il y a entre guillemets 3 LED en une. Et alors la petite révolution sur ces petites diodes, en fait, c'est qu'il y a directement un petit chip intégré, il y avait un petit circuit intégré pour justement les adresser les unes aux autres. C'est-à-dire que vous les mettez en série, un petit peu comme le schéma là, vous en mettez un peu autant que vous voulez. Je connais pas le nombre maximum, je me suis pas renseigné, mais pour 60 ça passait largement. Vous prenez la sortie de votre Arduino, vous prenez data in, ensuite ça ressort data out, et en fait chaque LED s'identifie par rapport à l'autre. Alors ça marche, je crois, par en fait tout simplement si la LED n'est pas concernée, elle prend pas l'information, ça doit marcher à peu près comme ça. Mais voilà, ce sont des LED très intéressantes donc. Il faut que deux composants externes. Alors là, vous voyez par exemple, c'est déjà soudé. Vous avez ici un petit condensateur de mémoire de 10 ou de 100 nanos et puis une petite résistance, je ne sais plus la valeur. Et en fait, le petit chipset, il est vraiment intégré là, si on prend une loupe ou un microscope. C'est le petit point noir en fait qui est au centre de la LED. Alors du coup, ça m'enlève une bonne épine du pied parce qu'en fait, il faut que je soude 3 fils seulement. Donc le plus 5 volts, la masse et data in, data out. Par contre, là, je dois faire attention à bien en fait séparer. Donc c'est un petit peu fastidieux à faire sur l'horloge, mais sinon, ça se fait très bien. Concernant le module de temps, alors l'Arduino il peut normalement quantifier le temps, mais c'est pas vraiment fait pour. Il existe des petits chips déjà faits, donc le DS 1307 par exemple ici, mais il a un gros défaut, c'est qu'en fait il oscille à partir d'un quartz de 32 768 Hz, 32 768 Hz. Et en fait, le problème du quartz, c'est qu'il a tendance un petit peu à varier. Alors, c'est pas beaucoup normalement, mais à force, en fait, votre horloge, elle perd l'heure d'une façon un peu aléatoire, s'il fait chaud, s'il fait froid, etc. Alors que le DS3231, quant à lui, directement, il n'y a pas de quartz externe comme là on le voit sur le tube, enfin le petit tube qu'on voit ici. C'est directement en fait intégré à l'intérieur du package du circuit intégré. Et c'est un TCXO, donc c'est du compensé en température si je ne me trompe pas. Pour la partie mécanique, j'ai utilisé en fait par facilité du bois, parce qu'à la fois c'était joli mais surtout facile à travailler. Donc ça en fait, c'est juste en fait avec une perceuse à colonne que j'ai réalisé ça. Donc si vous avez une CNC ou quelque chose comme ça, faites-vous plaisir, vous aurez plus de régularité que moi. Parce que là j'ai eu une petite coquille là, à la 31e seconde. En fait juste ici, si on y prête bien attention, vous voyez le trou il est pas super, c'est que j'ai essayé d'un peu de rattraper la chose. Mais sinon j'ai plutôt une bonne régularité. Alors en fait, comment j'ai fait pour tracer ça avec une bonne répétitivité? Mais tout simplement en fait, j'ai tracé mon centre
ici, directement. J'ai tracé mon centre, puis j'ai pris une pointe, et puis ensuite avec une ficelle et un crayon, j'ai pu en fait dessiner mon cercle. Ensuite, pour faire l'interstice l'interstice des trous, c'est-à-dire le bon espacement, etc., qui soit bien régulier, il faudrait normalement utiliser un compas. Alors, j'avais pas de compas, j'ai utilisé moi lamentablement une baguette de soudure. C'est-à-dire tout simplement, j'avais pris une vieille baguette de soudure à l'arc, hein, puis j'ai plié en deux, et puis j'ai fait comme ça au fur et à mesure, et puis comme ça j'avais les bons interstices, il n'y avait pas trop de problèmes. Alors si quand même il y a eu un petit peu de décalage au fur et à mesure, etc. Mais ça finit par se voir en fait avec la perceuse. Alors concernant le perçage justement, j'ai percé deux trous. Un ici à 10 mm, c'est-à-dire en fait vous voyez oui, ici vous avez un petit PCB autour là. Le PCB est un petit peu plus large que la diode en elle-même. Et en fait, du coup j'ai percé à 10 pour que ce soit un petit peu noyé. Alors il y a une butée sur les perceuses à colonne pour percer tant de millimètres. Vous mettez ça et c'est idéal parce que comme ça vous percez toujours à peu près à la même profondeur. Et enfin pour terminer, pour juste faire passer en fait la lumière de la LED ici, ce qui nous intéresse finalement, et bien en fait j'ai utilisé un autre forêt de 7 mm. Et puis du coup les trous sont un peu plus petits et puis du coup ça évite ça cache un peu l'arrière. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour plaquer en fait les LED à l'intérieur. Alors enfin pour les fixer, j'ai pris de la colle néoprène toute bête, hein, achetée en magasin de bricolage. Donc ça tient, ça marche bien vu que en fait les bords ici sont déjà assez rugueux et le bois, du coup ça fait une bonne prise avec la néoprène, c'est idéal pour ça. Donc voilà, il me manquerait plus à faire en fait des diffuseurs ici optiques. Des diffuseurs optiques pour en fait diffuser un petit peu mieux la lumière et utiliser peut-être des niveaux un peu supérieurs de puissance des LED. Au dos de l'horloge, on retrouve donc les LED, ici, que j'ai parlé précédemment, l'Arduino, c'est un petit nano en fait, donc que j'ai mis sur support. Pareil pour le DS3231, j'ai mis sur un support, ce qui fait qu'en fait, ça permet de pouvoir le débrocher. Si jamais il crame ou il y a un problème comme ça. Alors il n'y a pas de détrompeur malheureusement. Faudrait que j'en ajoute un, mais bon, du moment qu'on sait à peu près par où s'alimente un Arduino, etc., ça peut le faire. Ici, c'est les boutons de mise à l'heure. Alors j'ai fait un filtre anti-rebond pour éviter que par exemple, ça incrémente alors qu'on a fini d'appuyer sur le bouton, ce genre de choses, pour éviter les parasites. Ici, on a la fameuse en fait carte avec la carte de satellite. Donc en fait, il y avait déjà le condensateur de découplage qui est au dos derrière, avec les bus d'alimentation qui vont directement au SA 1064. Côté taille de l'horloge, on est à peu près sur 25 cm par 25 cm, donc c'est un carré. C'est un morceau de bois de récup d'un plan de travail de cuisine de mémoire. Qui n'est justement pas très épais, donc voilà. Question autre récupération, par exemple les fils des LED ici, c'est du fil ultra fin, c'est du fil d'inflammateur de feu d'artifice. En fait, les feux d'artifice, ils sont commandés électriquement et vous avez du petit fil qui en fait relie les inflammateurs et comme ça permet à quelqu'un avec une console ou avec quelque chose de déjà préprogrammé d'envoyer les feux d'artifice. Donc en fait, ils sont suffisamment fins, ils sont super pratiques pour ce genre de petit montage où on n'a pas besoin de faire passer non plus des kiloampères ou je ne sais quoi encore. Donc voilà. Ici, les fils d'alimentation, donc le bleu pour la masse, le rouge pour le plus, et ici, l'orange pour les données des LED. Enfin, pour terminer un petit peu cette introduction, qui dure un petit peu d'ailleurs, il faut garder à l'esprit que ce projet reste assez évolutif, c'est-à-dire que si je veux ajouter par exemple une petite alarme, j'ai qu'à en fait percer des nouveaux trous en façade pour en fait mettre soit un compte à rebours, soit une alarme, etc. Et en fait se repiquer ici sur l'Arduino. Bon après il n'y a pas énormément de place ici, mais on peut quand même intégrer, je sais pas, par exemple un petit relais comme celui-ci par exemple. On peut intégrer un petit relais pour faire allumer une lampe ou quelque chose comme ça, ou un klaxon, ou mettre un buzzer, j'en sais rien. Mais il y a pas mal de... C'est évolutif, vous faites ce que vous voulez derrière.
fait ce qu'on veut. Donc c'est un petit peu l'avantage. Le tout c'est de bien garder en fait le programme d'origine de l'horloge et de pas de le perdre au fur et à mesure des changements de disque dur, de SSD ou je ne sais quoi. Après le problème c'est de pouvoir s'y retrouver. Alors attention, lorsque vous faites ce genre de projet où vous avez besoin d'un petit peu de puissance, souvent on fait appel à des adaptateurs secteurs. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas réellement de problème par rapport en fait à l'adaptateur secteur. Cependant, il faut faire attention à une chose, c'est de ne pas brancher l'adaptateur secteur en même temps que votre ordinateur. Vous êtes sûr de griller quelque chose. Ça se passe jamais bien. Alors je sais que normalement il y a un commutateur automatique sur l'Arduino, mais j'ai pas trop envie d'essayer. Alors quand même, n'utilisez pas un PC quand vous utilisez ce genre de choses. N'utilisez pas un PC de compétition, parce que si vous le grillez, bah, vous aurez plus que vos yeux pour pleurer. Alors récupérez-vous un petit truc à pas cher qui a 8 ans à peu près. Ça fait très bien l'affaire, et en plus c'est souvent des petits PC portables, par exemple un Lenovo comme au-dessus là, ça marche très bien. Lui qui enregistre là actuellement l'audio de la vidéo. Voilà le schéma électronique donc de l'ensemble. Donc ici on a au centre ici notre Arduino, ici le SA 1064 avec ses 28 segments à coller. Donc en fait j'ai pas dessiné les 28, bon voilà, vous aurez bien compris. Ici les WS 2812B x60, donc toutes en fait en série derrière euh, la sortie digitale D7. Le DS3231 qui lui donne l'heure et qui fonctionne aussi en bus I2C. Et enfin nos fameux boutons poussoirs de mise à l'heure, etc. Alors trois boutons au lieu de deux, tout simplement parce que comme ça, si par exemple on veut remettre à zéro les secondes pour resynchroniser un petit peu l'horloge, on peut tout à fait le faire en appuyant sur un seul des trois boutons. Alors concernant des 9, des 10, des 11, en fait j'ai activé la sortie, j'ai activé en fait la résistance interne de pull-up. C'est-à-dire qu'en fait ici le potentiel est toujours de 5 volts normalement, mais en fait dès qu'on va commuter ici un bouton, il sera ramené à 0 volts. Et alors il peut se passer quelque chose si jamais on ne met pas ici de condensateur, c'est qu'en fait il peut se passer ici un rebond comme en bas à droite. Et alors vu qu'on a à peu près au milieu la différence entre l'état logique 1 et l'état logique 0, et bien en fait, plutôt que d'incrémenter, mettons une fois vos minutes, mettons vous voulez passer de 18 à 19, et bien vous allez afficher 20. Parce que en fait, il aura compté une première fois, puis une deuxième fois. Alors vous pouvez rajouter derrière un délai pour vous protéger de ça, mais matériellement, mettre un petit condensateur à côté, là, donc je crois que c'est du 33 nanofarad de mémoire. J'avais récupéré ça sur une vieille chaîne IFI Philips. Donc pour éviter ça, un petit condo, et tout de suite, votre front, en fait, il sera bien net, il descendra comme il faut. Et le temps qu'en fait le condensateur se recharge, ça lui laisse pas trop le temps. Vous savez, si vous avez un petit faux contact ou quoi que ce soit, ça permet un peu quand même de lisser la chose. Concernant l'ajout de condensateur en parallèle entre le 5 volts et la masse. Alors oui, c'est utile, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose même, de rajouter des petits condensateurs ici. Pour faire de sorte à ce que la lime soit à peu près propre et que tout fonctionne bien et sans bug. Alors par contre, il ne faut pas tomber dans le démesuré, par exemple 2200 microfarad. Alors le 2200 microfarad, c'est trop gros en fait pour cette application. C'est-à-dire que cette application va avoir du microprocesseur, donc avec une certaine fréquence d'oscillation, 16 MHz ici. On va avoir des circuits entre guillemets assez rapides. Alors 2200 microfarad, ça présenterait ici une impédance un petit peu trop haute pour que le condensateur réponde entre guillemets à temps aux appels de courant des différents éléments. Et ce serait totalement même contre-productif pour un truc, c'est que par exemple quand vous allez brancher votre PC à un Arduino, si vous avez une batterie de condensateur énorme en parallèle de votre alimentation,
c'est pas dit que la carte mère elle apprécie vraiment de devoir fournir un gros courant de charge directement à votre condensateur ici. Après, si vous voulez vraiment mettre un petit condensateur 5 volts ici, ben vous pouvez mettre par exemple un petit couple avec un 100 microfarad, c'est pas trop mal. Et à côté de ça, vous pouvez encore ajouter un autre condensateur, ici par exemple de 100 nano ou 10 nanofarad. Et puis comme ça, vous aurez en fait votre alimentation qui sera bien propre dès la base, et du coup vous aurez un peu moins de risque de bug impromptu. Maintenant qu'on a vu un petit peu la partie mécanique de comment construire l'horloge, etc., on va surtout maintenant s'intéresser à la programmation. Alors je vais pas commencer directement avec la ligne de code. Je vais directement aller dans la datasheet du SA ici 1064, qui est le driver en fait des afficheurs 7 segments avec une interface du coup en I2C pour communiquer du coup avec l'Arduino. Alors ce composant en fait, ce genre de composant, c'est toujours intéressant de regarder la datasheet. Tout simplement parce que ça nous dit déjà, bon, la tension, ce genre de choses, généralement on le connaît, mais bon, ça peut toujours être utile si c'est un peu un composant inconnu. Mais généralement pour tout ce qui utilise de l'I2C, on est toujours sur du 5 volts. Ce qui est intéressant avec cette datasheet, c'est notamment ici tout ce qui est protocole de communication. Alors là j'ai pris uniquement write mode parce que c'est celui qui nous intéresse en fait. Donc ici on a slave address. Alors slave address c'est tout simplement l'adresse de votre périphérique I2C. Donc là pour moi c'est 0x3b, alors que sur la datasheet, bon c'est une petite variation, hein. Ça doit être un problème de génération de composants où ils ont dû faire quelque chose entre. Et du coup en fait ces adresses là, 70, 72, 74 ou 76 en hexadécimal, et bien en fait ça s'applique pas à moi, alors il doit y avoir certainement une explication à ça. Mais bon, si vous voulez pas vous embêter, vous prenez un scanner I2C, vous le trouverez en bas dans la description. Et en fait, tout simplement, il va scanner tous les périphériques, et puis ça va vous dire, tiens, j'ai trouvé ça à 0x3b, j'ai trouvé un autre périphérique, parce que ça vous dit pas ce que c'est comme type de périphérique, ça ne peut pas. Mais par contre, ça vous dit, j'ai ça, j'ai cette adresse. Donc c'est un peu plus simple. Voilà, également, il faut se méfier des librairies, parce que les librairies ont tendance un petit peu à mettre des adresses par défaut, et si c'est du composant un peu de récup, et que l'adresse ne correspond pas à la librairie, vous allez chercher un moment, pourquoi votre programme marche pas. Voilà, alors ensuite dans instruction byte, ici on a ce qu'on appelle le subaddressing. Donc c'est-à-dire qu'en fait on va ici avoir un curseur, donc vous avez digit 1, digit 2, digit 3, digit 4. Et alors, il parle que ça auto-incrémente. Donc ça auto-incrémente. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est directement lui dire, on met le curseur sur le digit 1. Donc en partant de la gauche, hein. On met le curseur sur le digit 1. Et ensuite, on va derrière écrire data digit 1. Et puis ensuite, il va comprendre que si on lui envoie une deuxième donnée, ce sera le digit 2. Et si on lui envoie une troisième donnée, ce sera le digit 3, ainsi de suite, jusqu'au 4. Maintenant qu'on a vu un petit peu la datasheet, comment fonctionnait le composant, on va regarder un petit peu le code Arduino. Alors pour faire fonctionner l'I2C, j'ai impérativement ici besoin de wire.h, donc de cette librairie. Donc c'est un grand standard, vous n'avez pas besoin de l'installer, elle est déjà incluse quand vous installez en fait l'IDE Arduino. Ensuite, on va lui indiquer l'adresse. Donc l'adresse, elle est un peu en dessous. C'est un peu désordonné, désolé, mais bon, ça marche quand même. Donc byte SA1064. Donc là, mon adresse 0x3b. Ensuite, dans mon void setup, alors je vais dire à ma librairie wire de démarrer. Ensuite, je vais dire à mon afficheur de démarrer. Donc init display, qui est juste en dessous. Voilà. Donc on dit wire begin transmission SA1064, donc SA1064 en fait c'est mon adresse, je pourrais le remplacer ici par 0x3b, ça marcherait aussi.
Et ici, on va lui indiquer en fait B0000, donc un byte avec marqué uniquement des zéros, pour lui dire que je veux écrire dans son registre. Donc en fait que je veux le mettre, que je veux régler, je sais pas, la luminosité là. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure dans la datasheet. Donc si on retourne dans la datasheet, en fait, le B0 8 fois là, ça correspond en fait à instruction byte. Et en fait, instruction byte, en fait, on vient lui dire que c'est contrôle de registre. Donc avec ça, en fait, on va activer derrière cette partie-là. Donc on lui envoie B000 et ensuite on va lui dire la luminosité que je veux. Ici avec justement control byte avec notamment C1, C2 et C3 ou l'inverse, je sais plus. Voilà, plutôt C6, C5 et C4. Maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce qui était luminosité, etc., on va s'intéresser à l'affichage des variables, c'est-à-dire entre 0 et 9. Alors, ce que j'ai fait ici pour afficher les variables, voilà, ici. Donc cette partie-là, en fait, m'affiche l'heure. Ce bloc de 4 lignes là, ça m'affiche l'heure. Alors, wire.write, digits, IHR 1. Donc IHR, c'est ma valeur qui est découpée en deux, vous savez. Par exemple pour 15h25, 1 et 5 et 2 et 5. Alors, IHR, c'est pour me rappeler que I, c'est integer, c'est un entier, quoi. HR, et puis la position 1. Ensuite, digit, c'est également une variable. Alors, on va regarder comment ça fonctionne, parce qu'en fait, digit, il est là. Donc, en fait, c'est un tableau. Alors, comment ça fonctionne? C'est tout simple. Donc, int digits. On entre ici, entre crochets, le nombre de variables qui est en fait dans ce tableau-là, si on défile, voilà, jusqu'au bout. Et ensuite, avec des accolades ici, on vient écrire on vient écrire en fait les bits qui sont actifs et ceux qui ne le sont pas. Alors, pour déterminer cette table, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre, je sais pas, un tout petit bout de code. Vous allez faire, par exemple ici, là, vous allez prendre par exemple wire begin transmission, voilà, vous prenez ce code là, voilà, tout ce qui est sélectionné, donc on commence la transmission, on écrit 1 pour dire qu'on va écrire des variables, et ensuite on va tout simplement écrire, donc à la place de digits entre parenthèses, etc., on va écrire par exemple B000 cette fois, enfin B70 et 1 à la fin pour savoir quelle est la position du 1. Et en fait, vous allez déterminer, vous allez vous faire un petit tableau pour faire la correspondance entre la position du segment que vous ciblez et justement les bits qu'il faut écrire pour afficher ce segment. Parce que en fait, en fonction de celui qui a construit le PCB, etc., il y a plusieurs façons en fait de câbler un set segment. Que par exemple ici ça désigne le segment du bas ou que ce soit celui-là, ça peut tout à fait varier. Hein. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord faire la table et ensuite bêtement on peut ici faire correspondre les numéros, enfin les chiffres de 0 à 9 à ici ce tableau. C'est-à-dire que par exemple ici ça c'est un 0. Là, le 1, 1, 1, 1, 1, ça en fait, ça me permet de sélectionner du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6 segments. Voilà. Également pareil ici, donc là c'est juste le 1, donc avec deux segments d'allumés, et ainsi de suite. Et alors là j'ai mis 11, alors 11 tout simplement parce qu'en fait j'ai fait, quand je mets à l'heure par exemple les minutes, mais en fait ça met deux tirets à la place des heures pour bien dire à l'utilisateur qu'on est en train de mettre à l'heure les minutes et pas les heures ou inversement. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce 11e symbole. Donc voilà, vous pouvez faire afficher un H si vous voulez quand vous réglez les heures. Enfin voilà, il y a plein d'options possibles.
Maintenant qu'on a vu un peu la partie affichage avec l'afficheur 7 segments, on va s'intéresser au DS3231. Donc ici, pareil, on lui met l'adresse, donc 0x68. Ensuite, pour récupérer l'heure, on fait wire.begin transmission, DS3231. Alors en fait j'ai récupéré ce petit bout de code qui était assez pratique pour moi parce que il regroupait exactement ce que j'avais besoin, ni plus ni moins. Donc on commence la transmission, on lui écrit 0 et ensuite il nous envoie, entre guillemets, il nous envoie directement toute une trame avec les secondes, les minutes, les heures, enfin voilà, le jour, le mois, etc. On remarquera également BCD to Des, donc c'est en fait une fonction qui permet en fait de passer du BCD, donc binaire codé décimal, pardon, de passer en fait de binaire codé décimal à décimal tout court. C'est plus pratique à manier derrière. Alors ici, on a donc notre variable en fait, et qui fait automatiquement la conversion, donc val divisé, etc. Ici on a un petit modulo. Et concernant en fait la récupération, donc là en fait on récupère les données quand on lance cette petite fonction, on récupère les données et ensuite on vient traiter ça, voilà, dans le void loop. Donc on récupère la date, on lui met donc hr est égal à hour qu'on a récupéré au-dessus, mn est égal à minute, etc. Et ensuite je fais mon trancheur et ensuite j'affiche les valeurs directement. Ensuite, pour mettre à l'heure l'horloge, ici j'ai une boucle while que j'ai incluse dans le void loop, ici. En fait, tant que la pin 9 est à l'état bas, parce qu'en fait j'ai mis la résistance de pull-up ici, là, donc sur les trois boutons. En fait, tant que cette condition est valable, j'ai cette date DS3231. Dans cette date DS3231, d'abord je rappelle ma fonction getDate qui me permet en fait de récupérer l'heure actuelle. Par exemple, si je veux incrémenter de 11 à 12, ça évite que je parte dès que j'appuie sur le bouton de 7 de 0 pour incrémenter jusqu'à 12. Ce serait un peu dommage. Donc en fait ici je récupère, donc en fait je prends mes valeurs de mise à l'heure en fait. Et en fait derrière je les tranche et je les affiche comme j'afficherai l'heure entre guillemets normalement. Ensuite une autre boucle while à l'intérieur qui dit si jamais j'ai la pin 10 et la pin 9 en même temps, et bien on va mettre les heures, on va régler les heures. Donc là j'inclus la condition que si on est supérieur à 23, on repasse à 0. Ensuite, on retranche. On va afficher ici, on va afficher d'ailleurs mes petits pointillés là que je vous ai parlé juste avant avec le 7 segments. On affiche la valeur qu'on veut mettre à l'heure. Et une fois qu'il y a un délai passé de 200 millisecondes, et ben en fait, on vient directement écrire la valeur à l'intérieur du DS3231. Alors cette technique me permet tout simplement d'avoir une incrémentation entre guillemets tout à fait naturelle, parce qu'en fait le DS3231 il va avoir mettons on part de 11 et on veut aller à 13, et bien on va d'abord écrire première fois de 11 pour aller à 12, on raffiche la valeur ici par exemple, si on appuie que par exemple sur le bouton 7. Et ensuite, tout simplement, ça va s'incrémenter au fur et à mesure enfin en passant le délai de 200 millisecondes si vous restez en fait appuyé sur les deux boutons en même temps. Donc voilà, une fonction que je voulais, ça fonctionne exactement pareil pour les minutes, vous pourrez voir dans le code qui sera posté en dessous là sur pastebin. Une fois qu'on a fini entre guillemets d'appuyer sur ce bouton là, sur le bouton de 7, en fait on va écrire ici les secondes.
Donc en fait les secondes je les ai fixées à 0 parce que moi j'aime bien en fait pour resynchroniser l'horloge repartir directement à 0. Et enfin la dernière partie la plus simple, ça va être l'affichage justement des secondes avec les diodes RGB. Donc là j'ai fait un petit peu par facilité, j'ai fait appel directement à la librairie FastLED qui était je crois appelée Fast SPI avant. Donc voilà, on lui dit la LED, enfin la pin sur laquelle on vient connecter notre première LED et également define le nombre de LED tout simplement. Donc ensuite tout simplement ce que je fais c'est que je récupère la valeur des secondes, faut que je vous retrouve ça, voilà. Donc en fait je récupère la valeur des secondes et en fait sec est égal à seconde par exemple ici. Et ensuite je viens tout simplement lui dire d'afficher en fait les secondes d'une couleur particulière. Alors ici en fait ça c'est des LED fixes. Donc LED 0, 15, 30, 45, celles-là par exemple elles vont être affichées en rouge. Parce qu'en fait ça marche. Rouge, green, donc en gros rouge vert bleu. Donc là j'ai mis 2 sur 255 de rouge, 0 et 0 sur 255 de vert et de bleu. Ensuite j'ai pris une couleur différente qui est plus proche du jaune, donc 3 et 2. Et enfin je fais afficher en fait ma trotteuse par LED ici seconde. Donc en fait ça se met à jour tout seul parce que je fais fastled.show. Donc ça a l'air de suffire. Bon par contre ce qui fait que ça tourne du coup à la fréquence max que peut... en fait je pense que c'est limité par l'I2C. Mais du coup il n'y a pas de délai, de choses comme ça. Ça fonctionne quand même comme ça. Après vous pouvez configurer un petit peu plus la librairie. Par exemple si vous voulez que ce soit pas RGB mais GRB par exemple, vous pouvez tout à fait, voilà, ça change un peu votre programmation. Enfin voilà, de toute façon, après c'est à vous de voir. Peut-être que vous aimeriez utiliser plutôt des transistors et des diodes classiques. Mais bon, voilà, après chacun en fait son projet, mais je pense avoir à peu près donné toutes les billes pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans un petit projet comme ça. Vous avez quand même déjà, je suis pas un très bon programmeur Arduino, hein, je veux dire, moi je le fais à la débrouille, quoi, c'est-à-dire j'ai quelques bases en binaire, quelques bases en ci, quelques bases en là, et puis j'assemble tout ça, puis je fais quelque chose, quoi. Mais bon, quelqu'un qui veut débuter, qui veut un peu reproduire ce que j'ai fait, il n'y a pas de problème, c'est pour ça que je partage. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.